Bonjour à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je suis Rémi Bompard, responsable des opérations chez Sandbox. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment les marques peuvent potentiellement rentrer dans le métaverse. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Je pense que c'est un sujet qui en intéresse pas mal. On a un stand aussi qui a été plutôt pas mal visité ce matin. Donc je pense que vous devez avoir pas mal de questions. Je vais essayer de faire ça en une demi-heure, comme ça on se laisse 10 minutes aussi, si vous voulez qu'on discute de certains sujets après coup. J'ai pas mal axé le sujet sur Sandbox évidemment, mais je pense que c'est plein de questions qui peuvent aussi s'adapter à d'autres métaverses, parce qu'on estime vraiment que le sujet peut être plus large que nous, tout simplement. Donc finalement, qu'est-ce que le métaverse ? Le métaverse, c'est une reproduction digitale d'un univers dans lequel un utilisateur va se projeter via un avatar 3D, souvent, dans lequel il va pouvoir assister à des concerts, à des jeux, à des social hubs et tout un tas d'expériences, en fait. Nous, en interne, on parle vraiment d'expérience. Donc, c'est un marché qui grandit très vite, on en parle beaucoup, ça fait la une des journaux, les gens ne comprennent pas bien aussi ce que c'est. Mais finalement, le métavers, c'est une opportunité de plusieurs dizaines de milliards en fait, de dollars sur plein de marchés différents. Je ne vais pas forcément tous les énumérer, mais l'idée, c'est que dans toutes les verticales business, on arrive à trouver des applications. Et la simple question en fait, d'entrer dans le métavers, c'est surtout comment et pourquoi. Est-ce que vous allez rentrer dans le métaverse pour faire de l'acquisition? Est-ce que c'est pour faire de la rétention, de l'image de marque, etc. Il y a plein d'univers possibles qui peuvent vous aider à comprendre et à rentrer dans cet univers-là. Et donc, on en revient finalement à mon sujet, c'est Sandbox. Sandbox, c'est, comme son nom l'indique, un bac à sable dans lequel l'utilisateur va être plongé autour d'univers et de concepts qui ne font qu'un. Donc le premier concept, c'est finalement le contenu. Sandbox, c'est community first. Donc ça veut dire que n'importe qui peut, grâce à nos outils, créer l'expérience qu'il veut. Donc c'est des outils qui sont propriétaires, qui sont basés sur Unity pour les plus techniques d'entre nous, et qui sont gratuits. Donc en fait, n'importe qui peut demain télécharger VoxEdit et GameMaker pour venir créer ses NFT, créer ses expériences et nous faire rentrer dans son monde. Ensuite, c'est la blockchain et les systèmes économiques. Donc le système économique, de par notamment tous les aspects play to earn, je pense que c'est des sujets dont vous avez pas mal entendu parler. Et les utilisateurs, la communauté attend aussi énormément de pouvoir earn tout en vivant une expérience. Ça peut être du sand, ça peut être des tokens, des tokens crypto classiques, mais ça peut être aussi du NFT. Un utilisateur n'attend pas forcément de l'argent en fait en retour, il peut attendre un asset. Et ça peut être une épée stylée, un chapeau, on peut imaginer plein de choses qui servent de earn en réalité. Et ensuite, la partie blockchain qui est finalement la colonne vertébrale de tout l'écosystème. C'est cette blockchain qui nous permet d'avoir l'ownership, la propriété. La propriété des assets, c'est ça qui légitime en fait tous les concepts qui existent aujourd'hui, depuis Decentraland à Sandbox à tout autre type en fait de NFT collection. Cette blockchain permet aussi derrière de créer de l'interopérabilité, j'y viendrai tout à l'heure, sur le fait que demain, on achète un asset Sandbox, mais on peut l'utiliser ailleurs. On va pouvoir l'exporter dans des mondes, on va pouvoir l'exporter en 3D pour l'utiliser sur Snapchat ou sur un filtre Instagram, parce que finalement, vous êtes propriétaire de cet asset-là, et c'est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, il y a toute la partie expérience, mais que je lirai beaucoup avec la partie culture. Sandbox, c'est un effet de réseau. Sandbox, c'est une map, j'y viendrai juste après, de 166 000 parcelles qui rassemble tout un tas de marques, de concepts qui viennent de marques et d'IP hyper connus,
Voilà, comme vous pouvez le voir, on a des Gucci, des Walking Dead, etc. qui sont présents chez nous. Mais on a aussi des petits créateurs qui ont des super concepts et qui vont créer potentiellement des expériences beaucoup plus pertinentes que des gros mastodontes de l'écosystème. Et tout ça pour créer une expérience utilisateur qui soit cohérente, qui fasse que l'utilisateur vienne, mais surtout reste. Et ça, je pense que c'est des sujets qu'on rencontre tous au quotidien, que ce soit dans le jeu vidéo, mais comme sur n'importe quel site internet. Demain, comment est-ce que vous faites venir votre utilisateur et vous le faites rester dans votre écosystème? Je pense que c'est vraiment la clé en fait, de toute la monétisation. Donc, je vous parlais de land. Sandbox, c'est composé de 166 000 parcelles comme celle-ci. Une land, c'est 100 mètres par 100 mètres sur 128 mètres de haut. Donc en fait, dans cet espace-là, vous pouvez créer l'expérience que vous voulez. Et vous êtes builder. On a une communauté de builders qui créent leurs propres concepts sur ces surfaces, sachant que vous pouvez les agréger aussi entre elles. Donc si vous achetez 1, 2, 3, 4 landes, vous pouvez faire un 2 par 2 et optimiser les surfaces de création. Donc voilà, ça c'est une partie de notre map. Comme vous pouvez voir, c'est assez grand. Les surfaces bleues, c'est des carrés qui nous appartiennent, ce n'est pas la mer. Les surfaces noires, c'est des surfaces qui sont encore inexistantes, mais qui vont apparaître. Donc à terme, ce sera un grand carré où toutes ces expériences s'interconnecteront. Et donc on va avoir par exemple ici Walking Dead, qui on peut voir Ubisoft, Adidas, Walmart. Enfin bref, on a tout un paquet de belles marques qui sont présentes chez nous. Et donc aujourd'hui, 70% en fait, de la carte a déjà été vendue, déployée, je dirais. Et donc tous les mois et demi, on lance de nouvelles ventes et qui permettent de faire grandir l'univers, sachant qu'on n'en créera pas plus. Je préfère le dire parce qu'on a souvent cette question. Il y aura 166 000 parcelles, 166 464 exactement, et pas une de plus. Donc en quelques chiffres, Sandbox, c'est une jolie valorisation. 200 millions de dollars de revenus l'année dernière. On a à date exactement plus de 20 000 propriétaires de land. Donc ensuite, c'est surtout la partie communauté en fait, que je veux mettre en avant ici. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de wallets, alors qu'on n'est pas encore lancé officiellement. Aujourd'hui, ces utilisateurs-là sont des utilisateurs qui testent nos alphas. Donc là, par exemple, si vous installez Sandbox sur votre ordinateur, vous pouvez tester notre alpha, tester les expériences qui sont disponibles et voir ce que ça représente et qu'est-ce que ça veut dire que d'être dans le métaverse. Donc ça, je pense qu'on le voit tous, on se pose tous la question, mais est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Il y a une opportunité assez dingue. En fait, on peut vraiment faire plein de choses. Depuis faire une zone sociale en fait, où les gens vont se réunir pour discuter autour d'un sujet. On peut faire un musée, on peut faire des concerts. Par exemple, on a des jolis partenariats avec Deadmau5, Blondish ou Snoop Dogg, donc qui ont déjà leur parcelle dans Sandbox. Et ensuite, voilà, on va aussi avoir de l'architecture avec de très beaux concepts. Très franchement, on a des builders qui font des choses vraiment canon dans notre écosystème. Et ensuite, dans une dimension plutôt gamifiée, on peut imaginer des jeux de combat, des courses d'obstacles, pourquoi pas imaginer des fashion shows, et enfin des jeux plutôt RPG avec du jeu d'aventure qui amène le joueur à découvrir des univers, à se balader, etc. Qui sont déjà là. Donc je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc on est une boîte internationale. On n'est pas une boîte française. On n'est pas une boîte américaine non plus ou canadienne comme je peux l'entendre de temps en temps. On a des bureaux en Argentine, à Paris et en Corée qui gèrent nos opérations sur tous les continents et qui nous permettent justement de travailler avec toutes les marques que vous voyez ici. C'est important pour nous.
C'est important parce que ce sont toutes des marques qui ont compris et qui, quand elles rentrent dans Sandbox, elles sont alignées avec nous sur le fait de se demander comment je veux rentrer dans le métaverse. En fait, l'objectif, c'est pas d'être là pour être là et pouvoir communiquer en disant « Hey, je suis le premier ». Non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien si vous êtes le premier mais que vous faites rien. Si vous avez une map qui est vide, personne ne restera, personne ne viendra, et en fait, vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Par contre, venir, créer une expérience cohérente, impliquer des créatifs sur le sujet, là, vous allez avoir des utilisateurs qui vont venir, vous allez réussir potentiellement aussi à monétiser et à rendre votre investissement cohérent. Donc là, je vais passer assez rapidement, mais en fait, on a donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, deux logiciels en réalité de création. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est VoxEdit, qui permet de créer des assets 3D qui vont venir peupler ensuite vos landes. Et vous avez derrière la marketplace. Une fois que ces assets sont créés, n'importe quel créateur de contenu peut venir les vendre directement sur notre place de marché. Donc ça crée aussi un univers des possibles énorme pour n'importe quel créateur de contenu. Et enfin, ces assets-là, c'est bien beau, mais on achète une land, c'est pour les mettre à un endroit. Et donc le Game Maker, c'est le logiciel qui vient faire le lien et qui vous permet de terraformer votre land pour en créer une expérience. Donc c'est l'imbrication de tout cet écosystème qui donne la légitimité qu'on a aujourd'hui et qui permet de créer des concepts sympas pour les joueurs. De l'imagination, il va nous en falloir, parce que venir faire un comptoir de trading dans Sandbox, ouais, c'est bien, enfin c'est bien, c'est ok quoi. Vous êtes là, mais arriver à créer un avatar, arriver à faire des petits mouvements comme ça, ou avoir par exemple World of Women par exemple, qui est une collection NFT qui promeut énormément tout ce qui est lié aux femmes, etc. Avoir les Care Bears, donc les bisounours, qui sont aussi chez nous. C'est des IP qui sont fiers d'être chez nous et avec qui on peut créer du fun. On peut aussi incarner des icônes de la pop culture. Donc là, en l'occurrence, c'est Snoop Dogg. On a lancé une collection de 10 000 NFT avec lui, qui ont été sold out en quelques heures, et qui permettent aux joueurs de jouer Sandbox avec différents niveaux de rareté, etc. Et qui permettent aussi d'accéder à des expériences exclusives. Donc c'est toujours pareil, c'est le NFT, ok, mais en fait, c'est un outil. Sandbox est un outil au global. On n'est pas un jeu, on est une plateforme. Et donc, c'est comment vous allez utiliser les opportunités qu'on vous offre pour créer votre propre monde, véhiculer votre propre image. Ce n'est pas l'image de Sandbox derrière que vous allez véhiculer, c'est la vôtre. Et on a aussi des collabs. En fait, donc là, je prends l'exemple de Gucci et Snoop Dogg, mais on a très récemment Adidas et Gucci aussi qui ont annoncé des partenariats. Et il se trouve que ce sont deux partenaires à nous aussi. Donc, il y aura peut-être des ponts qui vont se faire entre les deux marques, parce que c'est toujours plus sympa. Donc, comme on disait, la notion d'interopérabilité aujourd'hui, très franchement, elle n'est pas à 100% présente. On n'a pas une interopérabilité intégrale. Enfin voilà, on est encore en discussion avec Decentraland, on est encore sur plein de sujets sur tous ces aspects-là. Parce qu'avant tout, il faut déjà qu'on build nos propres features avant de penser à ouvrir tout ça à l'externe. Mais en tout cas, c'est dans le plan. On a pour ambition que tout asset qui vous appartienne demain soit aussi utilisable ailleurs. Et on en sera très fiers. Notre postulat, ce n'est pas de dire que Sandbox sera le seul acteur demain. Demain, on sera un acteur parmi plusieurs qui auront pignon sur rue et qui seront capables de proposer des expériences cohérentes à tout ce beau monde. Et donc, par exemple, pour le moment, c'est vrai que c'est principalement là-dessus qu'on a travaillé.
On travaille avec les Bored Apes, par exemple, sur le fait que le owner de ce NFT puisse aussi incarner son propre Bored Apes dans notre univers. Sachant que c'est des pièces uniques, donc il n'y aura qu'un seul élément comme celui-ci dans le monde entier. Et demain, on peut imaginer utiliser ce Bored Apes ailleurs. On est en train de faire ça avec World of Women, Clonix, qui sont des collections NFT assez connues, et d'autres concepts aussi de marques diverses et variées. Donc, peut-être ce qui va nous permettre de conclure au global, il reste encore pas mal de temps, mais on va parler des 5 piliers essentiels de comment anticiper une venue dans le métaverse. Alors, ça, c'est un sujet qui est assez... Je vois les téléphones se lever. C'est un sujet très important. La communauté Web3... En fait, le Web3 ne part pas du même paradigme que ce que l'on a connu jusqu'à présent. En fait, le Web3 met la communauté énormément en avant. Ce qui fait que si votre seul objectif, c'est de vendre, je pense que ce sera très très dur. Très très dur de parler à la communauté et de vous faire accepter en fait, par la communauté. Contrairement à si en fait vous cherchez à inclure au maximum la communauté dans toutes vos initiatives, à leur donner des avantages, à leur faire comprendre que non, c'est pas juste vendre un NFT pour se faire du cash. En fait, là, vous aurez potentiellement un vrai levier de croissance et de vrais leviers de création derrière. Donc ça peut passer, donc, comme c'est écrit là, par des access pass, ça peut aller par des concerts privés, on peut imaginer des giveaways ou des airdrops. Le concept de airdrop est un concept hyper répandu dans le milieu, donc je pense que ça vaut le coup de creuser ces sujets. Comment, quand vous faites une collection NFT, derrière, en fait, vous allez donner de l'utilité petit à petit à ce NFT, et c'est pas juste un fichier JPEG sur votre ordinateur qui va dormir dans un fichier ou sur OpenSea, etc. Et c'est toute la logique, en fait, toute la difficulté de plein de marques qui sont là et qui regardent les NFT de loin en se disant oh, qu'est-ce que je fais? Je rentre pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec tout ça? Donc par exemple, le pote Snoop, c'est pour sa fanbase. Donc d'abord, il va avoir une land sur laquelle il va être capable de créer son manoir, de faire des concerts, de diffuser son image. Mais c'est surtout en fait d'impliquer sa fanbase. Comment il va impliquer sa fanbase? En fait, il va leur donner des accès limités à un certain nombre d'expériences. Ça peut être des concerts, ça peut être des jeux, etc. Et in fine, on en arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le play to earn. En fait, en faisant tout ce parcours-là, l'utilisateur, il va être capable de collecter des récompenses qu'il va, lui, derrière, être capable d'utiliser. Donc ça peut être une voiture, ça peut être un chapeau. J'ai pas d'exemple. Dans l'alpha actuel, par exemple, vous pouvez gagner des épées. Dans l'alpha 1 qu'on avait en novembre, si on complétait l'intégralité de l'alpha pass, on avait un dragon. Bon, voilà, ça parle ou pas, hein, mais on avait un dragon et une épée qui étaient donnés en fait en cadeau et qui ont une valeur monétaire, une valeur faciale, mais que vous pouvez aussi utiliser dans vos propres expériences derrière. Donc c'est tout un écosystème en fait qu'il crée autour de son image et autour de sa communauté, de ses amis, parce qu'en fait on a ce qu'on appelle le Snoopverse. Donc, au sein de Sandbox, on a des lands Snoop, et autour, on a vendu tout ça à ses potes. Et donc, en fait, ça va être de l'interopérabilité, de la co-construction. Et demain, en fait, si on quitte l'exemple de Snoop, on travaille aussi avec les Schtroumpfs, avec Walking Dead. Demain, c'est cet effet de réseau-là qui fait que vous arrivez à l'origine parce que vous adorez Walking Dead.
et qu'en fait vous finissez à jouer dans la lande des Schtroumpfs, parce que franchement ils ont un univers hyper cool. Et après, en fait, à côté des Schtroumpfs, vous avez des petits créateurs qui sont pas spécialement connus, mais qui ont fait des trucs sympas. Et vous allez découvrir aussi des créateurs, des builders, qui vous proposent des expériences un peu différentes. Donc, c'est exactement ce qui marche dans les réseaux sociaux actuels, hein. Facebook, Twitter, YouTube. Quand vous lancez YouTube, que vous lancez une vidéo, vous finissez par regarder une vidéo de chasse et pêche, parce que le flux de recommandations vous a envoyé là-bas. Alors enfin, ça c'est pour moi, hein, je sais pas. Donc c'est ce que j'expliquais sur le play to earn. L'important c'est vraiment de rendre la valeur à la communauté, et parce que c'est des assets en fait. Le fan est un asset en lui-même. Donc jusqu'à présent, le fan était uniquement un portefeuille sur pattes. Et excusez-moi pour la comparaison. Demain, on part du principe que le fan n'est pas juste un apporteur de business, mais il est aussi un asset pour moi. Et donc, je vais le traiter en conséquence. Et c'est pour ça que je pense que comparer Web 2 et Web 3, c'est pas toujours facile. Parce que ça sort des paradigmes actuels. Pas tout le monde ne réfléchit de cette manière-là. Et juste le fait de se dire qu'on donne plus de pouvoir à nos clients, ça peut faire peur aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut creuser. Il faut comprendre comment adresser ces sujets. Et donc, nous, on aide par exemple tous nos partenaires à faire ce genre de choses. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on est en train de faire sur l'Alpha Pass. Donc, si jamais vous jouez un certain nombre de quêtes, alors je vais juste, ouais, voilà. Si jamais vous jouez un certain nombre de quêtes, en fait, vous avez cette barre de progression qui augmente. Et en fonction du nombre de quêtes que vous réalisez, que vous réussissez, vous gagnez des tickets qui vous permettent en fait de collecter potentiellement un Alpha Pass à la fin de la saison. Et cet Alpha Pass, en fonction du nombre de quêtes réalisées, vous donnera un nombre de sands. Donc en l'occurrence, on va distribuer 10 000 Alpha Pass et permettront de gagner jusqu'à 1000 sands. Pour vous donner une idée, le sand, c'est à peu près 3 $ à l'heure actuelle. Donc ça fait des jolies sommes. Ensuite, la culture NFT. En fait, c'est vrai que tout ce que j'ai dit juste avant, c'est très très lié. Mais on est sur des sujets hyper nouveaux, qui ne sont pas compris par tous. Mais par contre, la communauté Web3 est une communauté extrêmement impliquée. Si vous jouez le jeu, ils sauront aussi jouer le jeu. Et donc, vous avez tout intérêt en fait à le faire, honnêtement. Je pense sincèrement qu'une marque qui arrive à comprendre les codes et qui arrive à jouer avec ça aura tout à gagner. Mais par contre, ça peut vouloir dire se mettre en porte-à-faux, ça peut vouloir dire prendre des risques. Mais bon, s'il y a des rewards à la fin, ça peut valoir le coup. Et enfin, donc, on parlait d'ownership. Tous les assets, évidemment, sont échangeables. Tous les assets sont transférables. Vous pourrez faire de la spéculation, oui, effectivement. Effectivement, en fait, c'est souvent un caractère des NFT qui leur est reproché, mais c'est le jeu aussi. C'est le jeu aussi, et en fait, le jour où les énormes acteurs seront aussi dans le game, et qu'on aura des collections de NFT énormes, où en fait la valeur le volume est tellement élevé que la valeur ne monte plus à des valeurs qui sont intouchables pour certaines personnes, eh bien c'est à ce moment-là aussi qu'on arrivera à acquérir une audience qui est beaucoup plus mainstream. Effectivement, aujourd'hui, acquérir un Bored Ape à 300 000 $, on est bien d'accord qu'il n'y a pas 50 000 personnes qui peuvent le faire. Par contre, acquérir une épée pour 10 €, c'est exactement ce que dépense n'importe quel gamin dans Fortnite ou dans League of Legends, etc. Donc en fait, on est en train de comparer exactement les mêmes choses, sauf qu'en plus de ça, cet asset-là, vous le possédez, et si demain le jeu meurt, vous le gardez.
vous le gardez, vous pouvez le transférer ailleurs, l'utiliser ailleurs. Alors que demain, Fortnite ferme ses serveurs, bah, j'ai dépensé 400 €, tant mieux pour Epic Games. Mais c'est le jeu. Et donc, bah, y a des marques qui ont commencé à jouer vraiment sur ces codes-là. Adidas a beaucoup communiqué, par exemple, sur sa relation avec les Bored Apes, justement. Ils ont lancé leur première collection NFT, qui a plutôt bien fonctionné. On attend de voir ce qu'ils vont réellement faire encore. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un succès. Et ils ont aussi investi sur des landes dans Sandbox. Donc on sera ravis de vous montrer aussi ce qu'ils sont capables de faire d'ici quelques mois. Et assez récemment, pareil, Gucci. Gucci qui s'associe à nouveau avec les Bored Apes pour recréer des NFT avec World of Women de la même manière. Et avec Sandbox pour sortir justement des concepts qui sont... Voilà, enfin, je vais pas communiquer à leur place, donc, mais l'idée c'est qu'ils sortent des concepts assez innovants sur lesquels ils vont aussi être capables de lier le monde réel avec le monde virtuel. Et je pense que c'est ça aussi, il y a plein de gens dans la salle, donc vous devez avoir tous des activités très très diverses. L'idée aussi, c'est comment vous êtes capable de lier votre activité actuelle avec un monde virtuel, comment vous créez des ponts entre tout ça, parce que si vous le faites de manière cohérente, ça sera un cercle vertueux. Et donc, ici, c'est nous. C'est nous, on a Atari, on a Blondish, on a Snoop Dogg, comme vous pouvez le voir. Et l'idée, c'est que ce joli monde, en fait, coexiste. Je parlais d'effet de réseau tout à l'heure. C'est exactement ça qui permettra le succès de Sandbox et des marques qui sont présentes. Parce que vous avez joué le jeu, et demain, les Papa Schtroumpf, qui est juste là-bas, ici, là, dans le coin, en fait, il va aller jouer avec les lapins crétins de chez Ubisoft, et les expériences seront toutes reliées ensemble. Ensuite, je parlais des logiciels qu'on met à disposition à notre communauté. On a VoxEdit, GameMaker, tout ça est gratuit, 100% utilisable par n'importe qui. Et en même temps, les marques peuvent aussi utiliser ça comme moyen d'interaction avec la communauté. Par exemple, on lance ce qu'on appelle soit des Game Jam, soit des VoxEdit Contests. Et en fait, ces Game Jam vont solliciter la communauté pour imaginer des expériences. Donc, rentrer dans Sandbox, ça ne veut pas forcément dire acheter une land, construire et vendre. Ça peut aussi être impliquer la communauté Sandbox sur une co-création d'expériences. Et ça peut être donc les Game Jam sur une expérience de level design au global, mais ça peut être du VoxEdit Contest aussi. Si par exemple vous êtes une marque de vêtements et que vous voulez imaginer votre future collection dans Sandbox, vous pouvez justement solliciter la communauté et par exemple on fait gagner des jolies sommes aux vainqueurs de ces concours-là. Donc aujourd'hui, Sandbox, c'est une grande communauté. On a en fait tout un tas de réseaux de créateurs qui travaillent avec nous. On est en train de lancer des programmes d'accompagnement autour de ce qu'on appelle en interne les Metaverse Agencies. Donc s'il y en a dans la salle, n'hésitez pas à vous faire connaître parce que on a besoin de vous. En fait, aujourd'hui, notre pipeline de production est complet. Donc on ne produit plus pour les marques qui viennent nous voir. Par contre, on est capable de vous aiguiller vers justement ces builders, vers ces agences créatives qui vont être capables de vous fournir d'une part de bonnes idées et de produire pour vous. Donc je pense qu'il y a quand même de vrais intérêts à aller se renseigner. Et dans cette logique, on a besoin d'homogénéiser le niveau de connaissance de nos outils. Donc on organise, hier par exemple, on faisait un atelier de level design. Demain soir, on a une conférence qui traitera de toutes les features à venir à la rentrée de septembre. Donc l'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité à tous. Et en fait, on est un écosystème. Vous avez autant besoin de nous comme on a besoin de vous. Donc demain, autant travailler ensemble pour faciliter tout ça.
Et ensuite, faites jouer votre imagination, parce que franchement, ça vaut le coup. Plus vous resterez sur des sentiers déjà battus, moins l'expérience sera intéressante, innovante. Et en fait, vous pouvez vous sortir des contraintes matérielles, physiques, etc. pour arriver à construire des expériences canon. Donc, profitez-en. Vous pouvez imaginer des choses comme celle-ci, que ce soit du skating, des shooter games, même ramener des souvenirs d'enfance avec du rétro gaming. On peut imaginer plein de choses. Tout est faisable. C'est juste à vous de concevoir l'expérience que vous voulez. Il y a le choix. Hein. Franchement, et encore, il y a le choix et en fait, on en est encore aux prémices. Demain, vous pouvez inventer les concepts de demain. Vous avez en fait le game maker en main. Donc vous en faites ce que vous voulez. Il y a probablement plein de choses dont on n'a pas pensé. Hein. Mais c'est la communauté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est community first et comment on va être capable de co-créer tous ensemble. Donc là, bon, c'est des petites vidéos pour vous montrer les teasers d'annonces qu'on a. Donc ça, c'est Blondish qui anime des concerts chez nous dans Sandbox. Si vous vous connectez à l'alpha, vous pouvez aller écouter ses sons. Et pareil, après, on a un studio, par exemple, au Brésil, qui travaille sur comment recréer Copacabana et la culture brésilienne dans Sandbox. Donc voilà, c'est pas que du contenu de jeu, ça peut être aussi du contenu éducatif, ça peut être du contenu d'aventure, etc. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et ça peut être aussi du musée, de la culture. Donc je pense que le mot de la fin, c'est un petit peu celui-ci. Il y a un horizon, un éventail des possibles qui est hyper large. Maintenant, comment vous voulez l'utiliser et comment vous voulez qu'on avance ensemble là-dessus. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Alors, pour ceux qui n'auraient pas entendu, est-ce qu'on doit forcément passer par nos outils de création pour créer du contenu? Oui. Oui, parce qu'en fait, ils sont optimisés. Et donc, vous devez passer par VoxEdit pour faire vos assets. On est en train de travailler sur des bridges pour pouvoir passer potentiellement de Magic à Voxel à VoxEdit. Mais pour le moment, effectivement, on est quand même relativement limité là-dessus. Ouais. Une personne là-bas, s'il vous plaît. Tiens, si quelqu'un pose une question, tu lui donnes. Alors, il y a une roadmap en interne. Ouais. Alors, là-dessus, c'est un peu compliqué. On a pour ambition de... pardon, excusez-moi. La question était, il y a eu du temps entre l'alpha 1, l'alpha 2. Quelle est notre roadmap en termes d'ouverture de ce métaverse? On n'a pas d'ouverture publique à communiquer. Par contre, on va intégrer de plus en plus d'IP au fur et à mesure du temps. Donc en fait, là, pour vous donner une idée, entre l'alpha 1 et l'alpha 2, l'alpha 1, il avait 18 expériences qui étaient limitées à 5000 joueurs. Aujourd'hui, on est illimité en termes de joueurs sur une trentaine d'expériences. Donc déjà, ce ne sont que des expériences que nous avons développées en interne. On n'a pas encore impliqué les expériences de nos IP, qui sera normalement le cas dans la future alpha. Et on va essayer d'avoir un rythme de release de 2-3 mois pour avoir un métaverse qui est quasiment tout le temps ouvert. Exactement. Et l'idée, évidemment, est d'arriver sur une ouverture globale. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on a quand même, enfin, disons-le de manière transparente, on a besoin d'améliorer nos features. Donc, c'est pour ça qu'on ferme de temps en temps. Voilà, c'est des challenges techniques qu'il faut qu'on résolve. Ouais. Bonjour.
Merci pour la présentation. J'ai une question un peu générale. Pourquoi les graphiques sur le jeu ils sont aussi pauvres? Et est-ce que vous avez prévu de les améliorer dans l'avenir? Non. Et en fait, c'est assez rigolo. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des graphiques qui sont pauvres. Ce sont une vraie direction artistique. Et chacun le voit comme il veut. Franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand on voit des succès comme Roblox et Minecraft, bah en fait, on peut se dire qu'on peut être pauvre graphiquement, mais réussir. Et surtout, en fait, demain, vous voulez créer sur Cinema 4D ou sur Blender, vous allez devoir vous former pendant plusieurs dizaines d'heures. Demain, vous voulez créer dans Sandbox, nos outils sont directement utilisables. La portabilité sur mobile est aussi à prendre en compte. Oh, ok. Non, ok, il faut quelques heures de formation quand même. Mais vous pouvez facilement prendre en main les outils. Et ensuite, non, au niveau de la portabilité. Aujourd'hui, aucun métaverse, enfin on a tous besoin de ressources, d'unités de puissance de calcul, de connexion Internet qui sont relativement importantes. Si en plus de ça, on faisait de la 4K avec des designs à la Elden Rings ou Assassin's Creed, bah, franchement, je pense que le téléphone il surchauffe vite. Donc non, en fait, c'est une vraie direction artistique. Et en plus de ça, il y a des considérations techniques d'accessibilité. Parce que si demain, on veut que notre jeu soit joué en Inde comme aux US, bah, en fait, on est obligé de prendre en compte toutes ces contraintes. Dites-moi, je vous entends. Alors, l'achat de land. Oui, voilà, je posais la question sur l'achat des landes. Vous disiez on ouvre les ventes de temps en temps. Comment ça se passe concrètement si moi je veux acheter un land, par exemple? Imaginons, je suis une société, je m'intéresse, je vais acheter un land. Ok. Demain, je vais décrire ça en prenant... Soit vous êtes une société, soit vous êtes un individu. Vous êtes un individu lambda, vous voulez acheter un land, soit pour en faire une expérience, soit pour un placement immobilier. Vous l'achetez sur OpenSea ou sur n'importe quelle plateforme de marché secondaire. Sur le marché primaire, tous les mois et demi, on fait des land sales. Mais franchement, il faut être très très bon pour arriver à en avoir. Parce qu'on en met à disposition 200 ou entre 200 et 500. Et en fait, c'est sold out en 20 secondes. Donc, il faut être assez rapide ou chanceux. Pour la partie société, vous pouvez... Tout dépend du projet, très franchement. On peut discuter sur des ventes primaires, donc directement en partenariat avec Sandbox. Ou alors, vous pouvez directement acheter sur OpenSea. Les annonces de partenariat que vous pouvez voir dans la presse ne sont pas toutes réalisées en vente directe. Il y a aussi beaucoup de marques qui achètent maintenant directement sur le marché secondaire parce qu'on est aussi de plus en plus sélectif sur qui on veut avoir de notre côté dans Sandbox. Parce que c'est 2 à 3 nouveaux partenaires qui arrivent et qui signent chaque semaine. Et il nous reste que 30% des landes à disposition. Donc il faut aussi qu'on fasse attention. Il y avait le monsieur juste avant. Mais ouais. Oui, merci pour la présentation. En fait, moi, ma question, c'était par rapport au référencement. À partir du moment où on dit qu'on a une carte avec autant d'expérience, à un moment donné, se poser la question, quelle est la porte d'entrée? Comment je choisis? C'est quoi mes critères? Comment je fais en fait pour atterrir finalement quelque part? Est-ce que je fais comme dans Fortnite, je prends un parachute et j'atterris? Comment je fais? Alors, vu que pour le moment, j'allais essayer de revenir, mais en fait, ça va être un peu loin. Pour le moment, vu qu'on n'est qu'en alpha, on a ce qu'on appelle un alpha hub. Donc en fait, à chaque fois que vous allez ouvrir le jeu, vous allez être téléporté automatiquement sur une place commune qui appartient à Sandbox et qui vous permet d'aller vers un tas d'univers. À terme, on aura plusieurs hubs partout
qui pourront vous accueillir. Et même en réalité, mais on est en train de travailler sur tous ces sujets. Très franchement, c'est des sujets évidents que tout le monde, qui se pose, hein, et qui... Hop, voilà. Donc en prenant, imaginons que les petits points bleus soient tout le temps des hubs en fait. Bah, demain, on pourrait imaginer que vous cliquez sur un hub pour vous rendre sur la zone à côté, quoi. Alors, en termes de, pour tout ce qui est valeur, on parle beaucoup de voisins. Est-ce que acheter à côté de Snoop, c'est plus intéressant que... Ok, bah, c'est terminé, mais bon, je vais juste répondre. Mais, en fait, les datas montrent qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de changements de prix, de différence de prix que ça sur toutes les zones de la map. Si vous scrapez les datas de la blockchain, vous pouvez remarquer tout ça. Et donc, en fait, le prix global est relativement homogène. Parce que je pense quand même que c'est dû au fait qu'il y a une grosse hype sur le sujet et que tout le monde, en fait, a avant tout envie d'être là avant d'être à côté d'eux. Mais effectivement, l'effet de réseau sera plus fort si vous êtes près d'une grosse marque plutôt que perdu au milieu de la campagne. Enfin, voilà. Merci à tous en tout cas. Ça fait plaisir et puis n'hésitez pas. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside,